attaquer le deuxième segment de l'IA Summit numéro 5. Et là, on va rentrer un petit peu dans le dur de la partie économie, entreprise. Bon, malgré le couvre-chef qui pourrait laisser croire le contraire, je ne suis pas surfeur, encore moins économiste, mais je ne pense pas trop mouiller en affirmant que l'IA générative, l'IA Gen, est une très 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 grosse vague, peut-être de celle même des vagues qui pourraient rester, un rouleau compresseur auquel personne ne sent pouvoir résister. Et la question, c'est un peu comment ne pas en être. Souvent comparé à la découverte de l'électricité ou à l'invention d'Internet, l'IA générative marque une rupture technologique susceptible de rebattre bien des cartes au sein de notre économie. Et quelque part, c'est déjà le cas. On a parlé tout à l'heure de l'aspirateur à capitaux qui tourne quand même déjà très très vite et qui pourrait laisser entendre qu'il y aura un avant et un après IA générative. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on est tous debout sur notre planche pour surfer sur la vague IA générative, qu'en est-il vraiment? Et quand je dis est-ce qu'on peut, le on, il englobe les acteurs francophones et les acteurs européens, est-ce qu'on peut faire en sorte de ressortir de cette vague numérique un peu plus gagnant que des vagues précédentes? Alors, je ne parle pas du métavers sur lequel on a déjà discuté, mais peut-être davantage du web 2.0, dont on n'est pas vraiment ressorti les grands vainqueurs. Je laisse à deux experts, non pas de la glisse, mais peut-être plutôt un sniper à ma droite, le soin de poser un petit peu le décor. Et Caroline, Julien, j'ai d'abord une question pour vous deux, puisque j'aimerais poser des bases concrètes. Est-ce que vous pouvez me donner chacun un exemple précis d'un secteur où l'IA a profondément transformé la chaîne de valeur ou le modèle économique? Et je veux bien sûr parler d'entreprises qui ne travaillent pas dans le secteur de l'IA au départ. C'est dommage que je ne puisse pas parler du secteur de l'IA comme un secteur qui a vachement changé, parce que c'est quand même celui qui a été le plus impacté par lui-même, hein, on va être d'accord. Sinon, moi, ce que je retiens depuis un peu plus de 20 ans là, que je suis dans l'intelligence artificielle, le secteur, tu vas me contredire, et ça va être cool, où je trouve qu'il y a eu le plus d'impact, alors économique, je ne sais pas, mais le plus de transformation et un usage qui a été le plus efficace de l'IA, c'est vraiment le secteur de la santé. Putain, c'est pas possible. J'ai cru qu'on n'allait pas dire la même chose. Alors, pourquoi celui-là? Parce que, on le voit, la médecine prédictive, c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant sur le secteur d'application de l'IA. Et il y en a d'autres, le deuxième, parce que du coup, on ne veut pas dire la même chose tout à fait. Le secteur financier aussi, c'est un secteur qui exploite l'intelligence artificielle depuis longtemps. Mais là, on parle d'IA. On ne parle pas juste d'IA générative. Si on parle d'IA générative, c'est hyper dur de dire quel secteur est impacté par ça. C'est trop tôt, les entreprises n'y sont pas encore, et ça touche des fonctions plutôt support, donc c'est assez déployé sur tout type de secteur d'activité. Les secteurs qui sont les plus avancés en IA, c'est les secteurs qui sont déjà les plus numérisés. Donc forcément, ça touche aussi tout ce qui est télécom, high-tech, mais ça, c'est plus naturel. Voilà. Non mais c'est terrible parce qu'on est supposé débattre et je sens qu'on va avoir plus de points de convergence que de divergence. Non, j'avais la même réponse sur le secteur de la santé. Moi, au niveau de mes observations méso, c'est vraiment celui qui, à mon sens, aujourd'hui est le plus impacté pour une raison qui n'a pas été évoquée, là, pour le coup, par Caroline, c'est que de la recherche-développement jusqu'au suivi des patients post-diagnostic, en passant évidemment par le diagnostic et l'administration des soins, chacune de ces briques qui composent la chaîne de valeur de la santé est impactée par l'IA, et aujourd'hui on voit des résultats, des outputs en fait très concrets qui ont été produits grâce à l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et à ma connaissance, en dehors peut-être de la finance et de la défense, il n'y a pas beaucoup de secteurs industriels qui, sur chacune de ces composantes, est autant bouleversé que la santé par l'intelligence artificielle. Sur l'IA Gen, c'est un peu plus compliqué, effectivement. On n'a pas vraiment, pour l'instant, suffisamment de recul pour pouvoir en parler. Je dirais que sur le plan micro, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées par les entreprises qui sont plutôt IA natives, en fait, et qui cherchent, par exemple, à faire des prestations de conseil en stratégie ou des prestations juridiques qui sont très largement adossées à des IA génératives. On verra si l'histoire leur donnera raison. Et sur le plan macro, et ça je pense qu'on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, qui intéresse un peu plus l'économiste, pour pouvoir parler de révolution, il faudrait que ça puisse se retranscrire dans les chiffres, notamment ceux de la productivité ou de la croissance. Et pour l'instant, en dehors de super effets d'annonce sur la partie financière qui n'a rien à voir avec l'économie réelle, on attend toujours de pouvoir calculer non pas seulement l'impact de l'IA sur l'économie, mais j'ai vraiment envie de dire l'impact du numérique sur l'économie. Parce que
dans les slogans commerciaux de l'IA, et d'autant plus sur l'IA générative, il y a 3 mots qui reviennent beaucoup, c'est plus de productivité, des coûts revus à la baisse et un meilleur taux de conversion, notamment chez les commerciaux. Je crois comprendre que dans les faits, aujourd'hui, on n'a pas les datas qui permettent de le confirmer. C'est la question pour l'économiste, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas que pour l'IA, en fait, hein, c'est pour l'ensemble du numérique. Par exemple, le taux de productivité, enfin le taux de croissance annuel moyen de la productivité française, qui est quand même un des pays les plus numérisés au monde. On a des réseaux 4G, 5G, un taux de couverture de la fibre qui fait que la France aujourd'hui est un grand pays numérique, à la fois dans les infrastructures, mais aussi dans l'appétence que peut avoir une grosse partie de la population à pouvoir se saisir des outils numériques. Le taux de productivité, le taux de croissance annuel moyen de la productivité française, alors que ça fait 25 ans qu'on baigne dans le numérique, il est inférieur à 1%, et il est même décroissant depuis 2001. Il est en décroissance assez forte, et de plus en plus marquée d'ailleurs depuis les années post-Covid, tout simplement parce qu'en vérité, il y a une grosse incompréhension et en même temps un gros fantasme autour des gains de productivité qu'apporte le numérique. La productivité, c'est une affaire d'économiste. C'est un ratio. Tout ce qu'il y a de plus simple, un numérateur, un dénominateur, entre d'un côté la production, retranscrite en valeur, et de l'autre, en fait, les ressources engagées pour avoir cette production, également exprimées en numéraire. Et les promoteurs de l'intelligence artificielle, et je pourrais faire une extension au numérique, nous expliquent depuis des années que c'est génial avec le numérique, en adoptant le numérique, nos services, nos logiciels, nos applications, vous allez avoir des gains de productivité monumentaux à 2 chiffres. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que, en vérité, la seule certitude que vous avez lorsque vous numérisez une partie de vos activités, c'est les coûts que ça engendre, les surcoûts que ça engendre par rapport à ce que vous faisiez avant. Parce que la technologie, il faut l'acheter, ou il faut la louer. Il faut mettre en place des process, il faut mettre en place souvent des postes dédiés au pilotage de ces technologies, il faut ensuite avoir des situations de maintenance. Tout ça, c'est des coûts qui viennent alourdir en fait, le bilan de l'entreprise. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore réellement eu des gains de productivité. Vous n'avez pas encore réellement réussi à transformer cet apport de la technologie en des baisses de coûts de production, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable forcément de produire davantage à moindre coût. Et puis, vous n'avez pas de nouveaux clients en fait. Vous n'avez pas agrandi le carnet de commandes. Vous n'avez pas forcément des produits qui se vendent plus qu'auparavant et pour plus cher qu'auparavant ou avec un taux de marge supérieur en vérité. Donc, la productivité, qui est encore une fois ce ratio entre les gains liés à la production et les ressources qui sont engagées, dans tous les pays très fortement industrialisés et numérisés, on n'arrive pas à la mesurer sur le plan macroéconomique. Alors évidemment, sur le plan micro, on a des entreprises qui surperforment grâce au numérique, notamment quand elles en font leur métier, lorsqu'elles ont une vraie culture du numérique. Mais il ne faut pas oublier aussi un autre point de détail qui n'en est pas un en fait. C'est que prenez un pays comme la France, encore une fois un pays très, très fortement numérisé et dans lequel il y a une vraie culture scientifique malgré tout, quoi. 90% de notre tissu industriel, c'est de la PME. 90% de notre tissu industriel, c'est des entreprises qui n'ont pas de stratégie numérique ou si elles en ont une, ça se limite à avoir une présence sur Facebook ou sur Instagram dans le meilleur des cas, quoi. Donc encore une fois, il faut faire extrêmement attention parce qu'on a, et ça ne date pas de l'IA, ça a toujours été comme ça sur les marchés d'innovation. Et il y a eu une vraie accélération avec le numérique parce que les enjeux sont très importants. Il y a tellement d'investissements qui viennent de partout que en fait, le numérique, de manière générale, et l'IA en particulier, devient too big to fail. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intéressés par le fait que le numérique se vende et qu'on y croit le plus longtemps possible. Mais encore une fois, sur le plan macroéconomique, on n'arrive pas vraiment à mesurer ces gains de productivité. Et pour pouvoir parler d'une révolution, qu'elle soit numérique ou de l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on ait à un moment donné des accélérations absolument fondamentales qu'on ne peut pas passer sous le boisseau. Je veux dire, quand on a eu des vraies révolutions industrielles qui ont été portées par l'électricité, par la vapeur, par le chemin de fer, par la voiture, on a vu des taux de croissance monumentaux en fait, en très peu de temps se dessiner. Pour l'instant, avec le numérique, on ne le voit pas. On a quand même, il y a quelques jours, Dario Amodei, donc le patron d'Anthropic, qui a pris la parole. Et lui, on pourrait croire qu'il va prêcher pour sa paroisse, mais il est quand même en train de dire que l'IA va être un point de bascule très fort qui va pousser certaines économies sans doute à supprimer énormément de postes.
finalement, le calcul, c'est pas tant celui de la productivité que le fait d'abaisser les coûts, coûts humains versus coûts IA. Et là, le calcul pourrait être assez fait. Des entreprises l'ont fait déjà ces dernières années, je crois Klarna notamment, et elles sont, pour certaines, elles s'en sont mordues les doigts. Mais il y a quand même ça qui nous pend au nez, non ? L'IA, c'est pas nouveau, donc ça fait longtemps quand même que les entreprises s'en sont emparées, mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est qu'on essaye de calculer vraiment l'impact que ça va avoir sur l'entreprise. Or, on ne se pose jamais la question quand on utilise Word, Excel, si ça va nous faire gagner quelque chose, à part juste un peu de temps, parce qu'on en a marre d'écrire sur du papier. Donc, aujourd'hui, les entreprises, mais même les PME, elles se disent il faut peut-être que je passe à l'IA, mais en fait, j'ai pas non plus envie d'y passer pour rien, donc je vais aller au truc simple, donc je vais aller utiliser du ChatGPT ou du Copilot, et puis je vais commencer à faire joujou avec. Et puis, je me dis, oui, je gagne un peu de temps, oui, c'est plus sympa. Mais en fait, on en est là, quoi. On n'est pas capable vraiment de chiffrer tout ça parce qu'en fait, on essaye de se poser la question, mais on sait pas quoi mettre en face. Et sur les projets que nous, on accompagne, parce qu'on suit pas mal de projets de PME. Et depuis un an et demi, c'est que des projets d'IA générative. Le reste, tout ce qui vraiment peut avoir un retour sur investissement qui est peut-être quantifiable et concret, il n'y a pas trop, c'est pas trop à la mode. Donc ces entreprises-là, elles ont envie d'y aller parce qu'elles ont testé Copilot ou un équivalent. Et souvent, c'est ça. Hein. Elles ont déployé Copilot, elles ont dit j'ai fait joujou, maintenant je vais essayer d'aller un cran plus loin. Et on leur dit réfléchissez quand même au retour sur investissement parce qu'il faut quand même qu'elles engagent on va dire à peu près 30 000 euros sur un projet. C'est des petits projets, mais c'est quand même 30 000 euros pour une PME, ça peut être quand même assez important. Surtout qu'elles n'ont rien à foutre de l'IA de base. Enfin, je veux dire, elles ont un métier, elles ont autre chose à foutre que ça. Donc on leur dit, calculer un peu le retour sur investissement. Puis là, alors ça cogite et c'est quand même un petit peu compliqué parce que, en gros, c'est des projets où on va déployer de l'IA générative pour traiter des grandes bases documentaires, sortir des synthèses, faire des recommandations, enfin des choses de ce genre sur des bases de documents où ils savent que c'est pénible à lire, donc ils disent que l'IA, ça va quand même aider. Mais à la fin, les retours, c'est quoi ? C'est juste, on a gagné du temps. Mais on a gagné des fois peut-être 30% de temps, ce qui est quand même pas mal. Mais finalement, l'idée, c'est pas je gagne du temps, Enfin, c'est difficile parce que du coup, j'ai pas besoin d'embaucher encore 10 personnes. Enfin, on est dans un truc un peu bizarre en ce moment où les gens, ils ont du mal à chiffrer et puis en même temps, ils disent comme ça les évite de recruter. Mais en fait, au final, je pense que c'est pas vrai. C'est des outils et puis il va falloir se l'approprier doucement mais sûrement. Et puis peut-être qu'après, à la fin, on n'en aura rien à faire, que ça rapporte pas grand-chose. On sera juste plus content parce qu'on travaillera mieux. Mais au niveau macro, c'est sûr que c'est plus compliqué à évaluer. Parlons un peu peut-être de l'écosystème IA que vous accompagnez également. Vous produisez tous les ans une cartographie des startups dans le monde de l'IA. On se rappelle tous du sommet de l'IA qui a eu lieu, je crois, le 4 février dernier, avec un Emmanuel Macron qui était très heureux de présenter il a sauté Paris sur le podium, comme la capitale mondiale de l'IA et qui voulait vraiment replacer la France sur l'échiquier. Ma question, elle est relativement simple. Est-ce que notre écosystème IA aujourd'hui, il est crédible ? Oh la vache. C'est vrai. Alors, il est... Non, mais c'est vrai qu'il y a passé le discours, il y a effectivement des vraies problématiques. Alors, je vais parler de la cartographie. On va commencer par ça. Il y a quelque chose qui est sympa dans le fait de suivre la cartographie. Alors, c'est la cartographie, je vous remets le contexte, des startups et des fournisseurs innovants en IA. Donc, on a lancé avec des partenaires européens en 2020. À l'époque, c'est moi qui suis paluché la première version du volet français, il y avait à peu près 150 startups qu'on arrivait à identifier et fournisseurs dans cette carto. Aujourd'hui, on en a référencé 600. Alors, les gens, c'est du sourcing, les gens ils s'enregistrent, après on a un comité d'experts, on filtre et tout, donc on en vire peut-être une centaine. Mais 600, il n'y a pas tout le monde. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quand même des phases où il y a eu une croissance assez importante de fournisseurs IA. Il y a 2017, et puis là 2024, 2025. Est-ce que c'est crédible ? Après la question, est-ce que c'est crédible ce qui est à l'intérieur de cette cartographie ? Alors, je ne veux pas me fâcher avec tous les gens qui sont dans la cartographie. Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui se créent, elles font toutes la même chose. Et c'est très, très compliqué pour elles aujourd'hui. Et en plus, c'est compliqué pour moi aussi parce qu'en fait, elles ne se rendent même pas compte qu'elles font la même chose que quelqu'un d'autre. Et donc, moi, des startups, j'en vois tous les jours qui demandent à adhérer à mon association aussi. Et je leur dis, mais est-ce que tu as benchmarké
La plateforme que tu es en train de faire, il y en a 10 déjà chez moi qui sont en train de la faire. Est-ce que tu sais pourquoi la tienne, elle est la meilleure par rapport aux autres? Ils ne savent pas, en fait, ils ne les connaissent même pas. Je veux dire, quand moi j'avais ma start-up, on l'a créée en 2014, la première chose qu'on a fait, c'est aller voir la concurrence. Alors c'est bien, on se dit, c'est hyper rassurant, on n'est pas tout seul. Mais dans un monde aujourd'hui où il y a une start-up qui se crée quasiment toutes les minutes en intelligence artificielle, qui prend GPT ou même ChatGPT, qui crée une surcouche là-dessus, non, enfin, c'est juste pas possible. Donc là, on perd de la crédibilité parce qu'on se disperse encore plus qu'avant. Et le problème en France et en Europe, c'est valable pour tous les pays en Europe, c'est que les champions de l'IA, il n'y en a pas en fait. On va parler de Mistral? Bon, non. Alors, les champions de l'IA en Europe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui sont de la taille de Microsoft ou Google. Donc, on n'a pas de concurrence. Donc, c'est déployé sur tout un tas de petits acteurs qui auraient vraiment intérêt à se regrouper pour avoir quelque chose de plus efficace à proposer aux entreprises. Et en face, on a des entreprises qui n'ont pas envie de travailler avec les startups. Globalement, je caricature un peu, mais c'est plus facile d'aller travailler avec Microsoft. Et sur l'IA générative, c'est plus facile de déployer Copilot que de réfléchir à te faire son IA sécurisée en interne, de regarder s'il n'y a pas des startups qui peuvent filer un coup de main. Non, ça, c'est pas une logique directe, quoi. Et en France et en Europe, jusqu'à présent, on n'a pas poussé non plus à ça. Oui, c'est ça. La politique ne suit pas. Il n'y a pas ça cette suit volonté. Pas. On ne dit pas acheter européen. Un peu maintenant. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc on est crédible parce qu'il y a des acteurs qui sont super. Mais en fait, ils sont inaudibles. On ne les voit pas. Juste une petite question sur Mistral. C'est pas la première fois qu'on me dit Mistral n'est pas français, Mistral n'est pas européen. C'est parce que ils sont financés par. Là, on va pas être d'accord. On va avoir un truc pas d'accord. Moi, je dirais pas ça. Mistral, c'est comme il y en a d'autres sociétés. Allez, bon, prenons Mistral. Mistral, ils sont quand même en France. Ok. Bon, ça a été créé, je sais pas comment. On dirait la nouvelle star. On a mis des gens ensemble et ça a marché, tant mieux. C'est génial. On va quand même, si on peut dire qu'on a un champion français, c'est Mistral. Ok, les fonds, ils ne sont pas forcément européens. Oui. Mais c'est tellement dur de lever des fonds en Europe. Tellement dur. Il y en a combien d'investisseurs en Europe qui comprennent les problématiques deep tech? Je vois Julien qui mange du pain blanc là, depuis tout à l'heure. Les investisseurs... Non, mais je redis, j'ai une start-up avant. Deep tech, je ne vous raconte pas l'angoisse pour lever des fonds. En fait, leur expliquer une IA non verticalisée sur un secteur, c'est impossible. En fait, on ne comprend, et c'est normal, on ne comprend l'intelligence artificielle que si elle est à un usage sur un secteur bien spécifique. L'IA en santé pour faire de la prédiction, je ne sais pas quoi. Ça, on comprend, on investit. De l'IA, on fait un modèle qu'on peut déployer partout. Les investisseurs ne comprennent pas. Donc Mistral, c'est ça en fait, c'est un grand modèle de langue. Là, maintenant qu'il y a le chat par-dessus, peut-être on comprend mieux. Mais ça, c'est compliqué. Donc aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple d'aller lever des fonds sur des entreprises comme ça. Donc on ne va pas leur jeter la pierre de ne pas avoir trouvé des fonds en Europe. Et puis d'ailleurs, la France, elle ne va pas chercher ses fonds en Europe non plus pour travailler sur l'intelligence artificielle parce qu'en fait, personne ne veut. Donc finalement, tout ça se mord un peu la queue. Là, on parle des 109 milliards annoncés par le président. Et alors, donc, disons quand même que le côté positif de Mistral, c'est qu'ils sont en France et ils font la promotion quand même de la France et de l'Europe. Ils sont obligés de faire des partenariats avec des Microsoft et tout ça parce que forcément, c'est là où aussi les clients sont. Ça n'a pas été très apprécié, je crois, au niveau européen. C'est pas très apprécié, mais en fait, on râle, mais en même temps, les grands groupes, pareil, je vais caricaturer un peu parce que c'est le sujet de la matinée, mais les grands groupes, ils sont sur Azure. Alors, que fait Mistral? Il déploie pour les entreprises sur Azure. S'il va sur Scaleway, son marché, il n'est pas là. Mais c'est juste que tout ça, en fait, c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort plus. Il y a d'autres entreprises, Hugging Face, qu'on dit ils sont américains parce qu'ils ont leur siège là-bas. Pourtant, c'est des Français. Donc, c'est compliqué. Les grosses entreprises IA françaises de base, elles finissent par aller aux États-Unis. Donc, disons que l'avantage de Mistral, c'est qu'ils ont décidé, en tout cas pour le moment, de rester en Europe. Julien, une réaction sur le point Mistral, ou est-ce que on oblique peut-être sur le sujet du pourquoi aujourd'hui les entreprises, mais aussi les administrations, se tournent vers effectivement des solutions tout en un américaines qui ont la facilité. Moi, je travaille pour un média français dont les mails sont chez Google et les serveurs qui font tourner 20minutes.fr sont chez Amazon. Je ne devrais peut-être pas le dire. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une facilité. Gemini est déployé en automatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à l'IA sans avoir
rien fait, sans avoir demandé d'effort à l'équipe du DSI, quoi. C'est quand même un point, j'imagine, important. La vraie question, et je vais en ajouter une, c'est est-ce que c'est un manque de volonté des entreprises, ou est-ce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'input, pas d'incentive, ou pas de contraintes côté français et côté européen, donc là, plutôt politique? Julien, vous avez 3 heures. Non, en fait, tout est imbriqué. En fait. C'est ça qui est à la fois extrêmement complexe et extrêmement stimulant sur le plan intellectuel, parce que en fait, toutes ces pièces qui ont l'air complètement disparates, elles forment un puzzle qui est extrêmement cohérent en vérité, quoi. Et à la fin, la conclusion, ce sera de dire on n'a pas de politique industrielle en Europe. Et encore moins une politique industrielle qui prépare la souveraineté numérique de l'Europe. Mais en vérité, la question de départ, c'était est-ce qu'on a un écosystème qui est crédible? La réponse, elle est non. Voilà, elle est non, elle est clairement négative. Non pas qu'on n'a pas des talents qui, eux, sont extrêmement crédibles, on en a plein. Non pas qu'on n'a pas des idées qui sont clairement solubles dans le marché, on en a en pagaille. Mais la vérité, c'est que sur les nœuds de valeur extrêmement stratégiques, ceux sur lesquels on peut bâtir une politique industrielle de long terme pour créer beaucoup d'emplois, beaucoup de valeur et de l'attractivité économique pour l'ensemble des territoires et évidemment des écosystèmes derrière qui sont réellement ruisselants pour le coup, on est absent. On est clairement absent des débats parce qu'on n'a aucune volonté, et je parle bien de volonté, ce n'est pas la méconnaissance de la chose, on n'a pas de volonté de s'opposer aux Américains et aux Chinois aujourd'hui réellement sur ces nœuds de valeur précis qui sont le marché des microprocesseurs et notamment des GPU, qui sont ceux de l'hyperscaling, des data centers, du cloud, qui sont aujourd'hui complètement phagocytés déjà par Google, par Microsoft, par Amazon, et les solutions clés en main où on laisse en fait de vieilles pratiques de marché qui sont vieilles comme l'informatique, qui ont déjà été par le passé très lourdement sanctionnés par les autorités de concurrence au titre de concurrence déloyale, d'abus de position dominante. On laisse ces pratiques se perpétuer dans l'IA comme elles se sont perpétrées dans le Web 2.0, dans les marchés applicatifs, qui sont des stratégies de capture et de quasi-vente forcée, en fait. Et donc, si on conjugue à ça à quelque chose que Caroline a dit de façon extrêmement pertinente, qui me laisse penser d'ailleurs qu'il y a vraiment du travail pour les écoles de commerce, parce que nous, faire des études de marché et des benchmarks, on sait faire en fait, hein, on forme nos étudiants à faire ça. Mais si on conjugue ce que je viens de dire avec une espèce de fainéantise généralisée qui empêche nos dirigeants de start-up qui envisagent de devenir des licornes, et pourquoi pas derrière de devenir des acteurs majeurs de la scène économique dans le numérique, qui est de dire en fait, je prends la solution à laquelle mon esprit va spontanément penser, plutôt que d'aller chercher des alternatives qui peuvent exister sur le marché, mais qui vont me demander un tout petit effort supplémentaire de recherche, qu'on appelle le coût de transaction en économie, ben en vérité, on ne s'en sortira pas, sauf à ce qu'on ait une politique industrielle qui contraigne les acteurs à faire d'autres choix que ceux qu'ils font aujourd'hui. Et là, on est aux abonnés absents. C'est même pas qu'on est en dehors des débats, c'est qu'on ne débat même pas en fait. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire. La politique de régulation de l'IA actuellement et du numérique en Europe, c'est une vaste blague, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est une vaste blague. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est plus contraignant pour nos acteurs nationaux et européens que pour les acteurs américains. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? On essaime. On essaime parce qu'en vérité, en Europe, on sait faire que ça. On veut créer le moins de mécontentement possible, donc on va disperser nos ressources, disperser nos efforts pour que chaque start-upper dans son coin puisse avoir la possibilité d'avoir un petit kick-off qui lui permettra pendant 3-4 ans d'arriver peut-être à un proof of concept. Mais en vérité, on n'a pas de politique industrielle qui dit où est-ce que j'ai envie d'établir mes champions du numérique, où est-ce que j'ai envie de créer des champions sectoriels qui vont être capables de pouvoir non seulement prendre les marchés en Europe, mais exporter leurs solutions en dehors de nos frontières. Où est-ce qu'on concentre les moyens plutôt que les disperser? Ça, on ne sait pas le faire. Et en vérité, je crois que c'est vraiment une absence de volonté politique de le faire. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. On n'a pas commencé à poser le premier jalon du chemin en question. Voilà. Je suis extrêmement sévère vis-à-vis de nos dirigeants, parce que pour être régulièrement auditionné par ceux-ci, je sais qu'ils savent. S'ils ne le font pas, c'est soit qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir appliquer une politique, soit qu'ils n'ont pas la volonté. Choisis ton camp. Oui, en plus, il pose le micro après. Non, mais
Zied, ce matin, parlait effectivement du fait que les lobbies, les industriels américains de l'IA s'opposaient vertement à l'IA Act. Ils faisaient tout pour en contourner le filet. Donc ça, c'est un point important. Mais sur quel levier on pourrait s'appuyer? Est-ce que c'est celui de la cybersécurité liée au Patriot Act américain, par exemple, ou des questions plus environnementales qui pourraient faire émerger une voie européenne ou française plus éthique, plus durable? Et là, on rejoint un peu le chemin qu'on avait exploré l'an dernier lors de l'IA Summit. Oui. Non, mais oui. En fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a... Alors, parlons de l'AI Act, vite fait, juste. Je peux dire que je suis pas tout à fait d'accord. En fait, je trouve pas ça mal. C'est un débat, donc oui, il faut le dire. Ouais, Oui. c'est pas si mal l'AI Act. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de directives qui sautent. Donc il y avait quelque part au départ une bonne intention de cadrer l'IA de confiance avec des IA qu'on interdit en Europe parce qu'on a des valeurs européennes et qu'on veut s'y tenir. Et ça, c'est bien. Et puis c'est aussi rassurer les utilisateurs. Et il y a eu plein de débats et c'était horrible. Et il y a des choses atroces qui ont été sorties en amont de l'AI qui n'avaient aucun sens. Finalement, on arrive plus ou moins à quelque chose de crédible et qui tient la route. Et puis là, au fur et à mesure que ça avance, il y a des directives qui sautent, on allège, parce que ça part dans tous les sens, les gens ne veulent pas du règlement. Alors, j'ai dit quoi au début? Que c'était le secteur de la santé sur lequel il y avait le plus d'innovation en IA? C'est quand même un secteur sur lequel il y a le plus de contraintes pour déployer de l'intelligence artificielle, pour exploiter les données. Et c'est quand même un secteur qui a innové. Donc, l'excuse que l'AI Act va empêcher l'innovation, je pense qu'elle est fausse. On peut tout à fait s'adapter à ces réglementations-là et puis faire croître une IA qui convient à l'Europe. Et c'est là où on a un coup à jouer. Et là, je suis d'accord. En Europe, il y a des choses qu'on ne veut pas faire avec de l'IA. On ne veut pas faire du scoring social comme en Chine. On ne veut pas faire de la reconnaissance faciale sur le domaine public à tout va. Et on veut... Oui, pardon, on l'a fait quand même. Ouais, je sais. Mais c'était avant, voilà, machin, bon, à 2 jours près. Non, mais après, il y a peut-être quand même des cas où on veut bien. Mais globalement, après, il y a des sujets à haut risque, les RH, intégrité humaine, machin, tout ça. Et c'est normal de se dire, tout ça, on veut le cadrer parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi avec des outils comme l'intelligence artificielle. Bon, l'IA, elle ne va pas tuer les gens, mais par contre, les gens qui utilisent l'IA n'importe comment, quand mon Facebook est pollué de débilités générées par de l'IA, je me dis, les gens, quand même, ils ont rien d'autre à foutre que d'utiliser du chat GPT pour générer des images débiles. Et c'est en train de tuer la planète, quoi. Ouais, les starter packs, c'est super. Donc, en fait, nous, on a des valeurs en Europe qu'il faut qu'on défende. L'environnement, donc l'impact environnemental que peut avoir sur l'IA, l'impact environnemental de l'IA. Donc, essayer d'avancer sur des IA plus frugales, des modèles plus petits, un usage raisonnable de l'intelligence artificielle, des valeurs éthiques, responsables. Tout ça, il faut qu'on joue là-dessus. Et ça marche parce que en face, on a des Chinois qui s'en foutent en fait de tout ça. Enfin, je veux dire ça globalement. Non, mais c'est pas gentil ce que je dis. Mais en Chine, globalement, l'IA peut-être c'est pas aussi cadré que nous, c'est sûr. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc encore pire avec Trump. Là, nous, il faut qu'on pose quelque chose de raisonnable autour de l'IA. Alors peut-être qu'on va dire, on est moins ambitieux parce qu'on se donne pas les moyens, mais est-ce qu'on a envie de faire la même chose, en fait? C'est ça. Essayons de défendre quand même nos valeurs. Et est-ce que quelque part, le fait que Trump ait montré quand même qu'on pouvait beaucoup plus difficilement aujourd'hui faire confiance aux États-Unis qu'on ne pouvait peut-être avant, est-ce que ça, c'est pas peut-être un atout dans la manche des Européens pour dire venez chez nous, on est plutôt réglo quand même? Oui, je pense que, en fait, nous, c'est ce qu'on dit aux entreprises, c'est quand ils déploient leurs intelligences artificielles et que par défaut, ils utilisent des modèles américains qui déploient ça sur des serveurs américains, mais ils nous disent, c'est basé en France. Bon. On leur explique. Aujourd'hui, c'est enregistré, je vais dire un truc. Aujourd'hui, il y a un fou furieux aux États-Unis qui potentiellement peut dire, je récupère vos données. Les gens, ils disent, oui, mais moi, mes données, en fait, Trump, il n'en a rien à faire de ce que je suis en train de faire. Mais non, on a un fou furieux aux États-Unis qui potentiellement peut récupérer vos données sans aucune raison, juste parce qu'elles sont déployées chez Google, chez Microsoft, chez Amazon. Et là, y compris sur le territoire français. Y compris sur le territoire français. Oui, il y a le Cloud Act, tout part. Enfin, voilà, c'est ça, c'est l'extrait territoire. Donc il y a un danger aujourd'hui.
Et le fait qu'il y ait Trump au gouvernement aux États-Unis fait que les gens, finalement, ils commencent à comprendre. Parce qu'avant, ils disaient, bah non, en fait, ça arrivera jamais, blablabla. Mais si, ça peut arriver parce que des fois, il y a des gens, ils réfléchissent pas et puis ils récupèrent toutes les données et puis basta, quoi. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire en intelligence artificielle dans les entreprises, avec les données des entreprises, si elles filent toutes aux États-Unis, il y a un risque. Maintenant, prendre conscience et puis après trouver une alternative, c'est compliqué parce que, comme dit Julien, s'il n'y a pas une politique globale pour dire on pousse aux alternatives, ça ne marchera pas. Les alternatives au cloud, il y en a, il y a OVH, il y a Scaleway, mais est-ce que c'est au niveau du soft qui est proposé autour d'un AWS? Concrètement, quand on est une start-up, pour commencer, on va plutôt sur AWS. C'est moins cher, on a du suivi, on a plein de crédits. C'est difficile pour les acteurs européens d'avoir la même politique aussi pour accompagner les entreprises. Et d'autant que, là, on parlait tout à l'heure de la cartographie Hub France IA. Vous faites la même chose dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a des startups en France qui vont proposer la même chose que des startups allemandes ou italiennes, oui. Alors qu'on gagnerait peut-être à monter une sorte de groupement. Oui, mais on est d'accord qu'en Europe, même si on veut avoir une vision commune, chacun... à ses acteurs locaux. Mais bien sûr. Donc, l'idée, c'est de centraliser avec cette carto et puis d'autres actions qu'on fait au niveau européen, mais au moins avec la cartographie, c'est de se dire on met au même endroit nos startups et nos fournisseurs, comme ça on a une vision globale de ce qui se passe en Europe et on peut permettre aux entreprises de trouver des alternatives sur tout le tissu européen. Sauf qu'effectivement, après, ça fait un nombre incroyable de startups. Comment on s'y retrouve là-dedans? C'est très compliqué pour une entreprise de savoir avec qui travailler. Et quand je parle à mes startups françaises qui veulent aller se déployer en Europe, bah, on va leur dire en Allemagne, bah, tu n'es pas une start-up allemande, donc je ne vais pas travailler avec toi. Donc il n'y a pas non plus de facilité de faire du business en Europe. C'est pour même plus facile d'aller faire du business aux US que d'aller en Europe, parce que finalement, chaque pays veut travailler avec ses acteurs locaux. Ce qui est probablement normal, mais ce qui finalement permet pas d'accélérer de façon significative en IA. Et donc, si je rebondis sur ce que disait Julien tout à l'heure quand même, OK, il n'y a pas une politique intense pour favoriser, à part Mistral, les entreprises qui fournissent de l'IA en France et en Europe. Parce que la stratégie du gouvernement aujourd'hui, une fois qu'on aura traité le sujet des data centers, on verra, mais pour le moment, la stratégie, elle est très orientée sur l'adoption. Aujourd'hui, on estime, en France en tout cas, que pour être un champion en IA, il faut que tout le tissu économique français ait adopté l'IA. Donc, c'est de la formation. Et donc, c'est... Mais par contre... Et là, vas-y, tu vas enchaîner. Par contre, adopter l'IA, mais adopter laquelle? Oui. C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Vas-y, je te laisse la parole. Quelle est la définition de la folie selon Einstein? Romain? Je ne l'ai pas. Caroline? Exactement. Il faut la répéter, je pense, pour les gens en live. C'est le fait de penser qu'en répétant sans arrêt les mêmes actions, on aura des résultats différents. Ça, c'est la définition de la folie selon Einstein. On est parmi les pays du monde dans le top 5 des pays qui ont le plus massivement adopté, puisque c'est le terme que tu as employé, les outils du numérique, que ce soit des devices, soit des logiciels. Est-ce que ça a fait de nous des champions mondiaux du numérique? La réponse est non. D'accord? Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc on va essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Mais il y a quand même un fondamental dans l'économie de l'informatique et du numérique, c'est que ce sont des économies qui sont mondiale par essence, donc extraterritoriale par essence. Et la seule chose qui peut mettre des barrières à l'expansion du numérique, qui est à lui-même adossé à des effets de réseau, qui fait qu'à un moment donné, chaque marché du numérique est consubstantiellement, c'est pas facile à dire ça, consubstantiellement voué à devenir un oligopole à frange concurrentielle, donc avec des très gros acteurs qui se constituent pour prendre l'essentiel du marché, c'est la loi et la politique, notamment des politiques protectionnistes. Ce qu'ont su faire les Chinois, par exemple, pour faire grossir leurs champions nationaux numériques, c'est fermer les frontières aux acteurs étrangers et notamment américains, de façon à créer un marché réservé à leurs acteurs nationaux, de façon à ce qu'ils puissent se constituer un capital data, un capital technologique, un capital de talent suffisant pour pouvoir un jour jouer la compétition d'égal à égal avec les Américains. Et ils y sont parvenus. Ça a créé les BATX, ils y sont parvenus. Donc, on est sur des marchés qui sont voués à tendre vers des monopoles naturels. La seule chose qui peut contraindre les monopoles naturels, c'est le droit et la volonté politique de s'y opposer. Dans l'IA, il est en train de se passer exactement ce qui se passe sur tous les marchés numériques depuis
que les marchés numériques deviennent des marchés grand public. C'est la constitution d'acteurs dont on se demande comment, à un moment donné, on va pouvoir freiner leur expansion, juste la freiner. Alors peut-être qu'on va enfin se poser la question du démantèlement de certains de ces acteurs. Mais c'est loin d'être acquis. Parce que derrière les décisions de démantèlement, il y a des décisions juridico-économiques, évidemment, mais il y a aussi une part de politique dans ces décisions-là qu'il ne faut pas occulter. Donc en fait, on doit avoir une politique industrielle qui se fixe des objectifs qui, on espère, ambitieux, au-delà de l'adoption, mais de la constitution d'un écosystème extrêmement fort et puissant, et notamment sur les secteurs les plus sensibles. Je pense notamment à la santé, je pense au nucléaire, je pense à la défense, ce genre de choses. Et on doit, derrière, se doter d'un arsenal juridique qu'on est en capacité de pouvoir activer. Capacité politique, capacité économique, capacité technique. Et là, tout ce que l'on fait, je suis au regret de le dire, mais en vérité ne va pas dans le bon sens. Et va démontrer une seule chose à la fin de ma démonstration, c'est qu'il n'y a pas de volonté réellement de s'opposer à l'hégémonie américaine en la matière, en tout cas au moins en Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une approche par les risques. Fantastique, c'est formidable. Une approche par les risques, ça nécessite à un moment donné qu'on soit capable de pouvoir évaluer les risques. En vérité, moi je ne suis pas capable de le faire et je défie quiconque dans cette assistance de pouvoir me dire qu'il sait le faire. Qui, à un moment donné, peut décréter de façon absolument certaine que les risques dans la reconnaissance faciale, dans l'utilisation à certaines fins de certains logiciels d'intelligence artificielle sont supérieurs dans tel domaine, parce qu'effectivement, si tu le fais dans la défense, ça peut créer de façon très directe des morts en bout de chaîne. Mais en vérité, moi je suis tout aussi, et là je pense savoir à peu près de quoi je parle, mais je suis tout aussi effrayé de ce que pourrait donner une adoption massive, sans contrôle, sans régulation, de certains logiciels d'IA dans l'éducation. L'uniformisation de l'éducation à très grande échelle, c'est le mal absolu qu'il faut qu'on arrive à éviter quand même. C'est la destruction ipso facto de l'esprit critique. C'est la destruction de l'altérité. C'est la destruction d'une façon de penser différente qui nous permet d'innover en vérité. Donc, qui, à un moment donné, peut expliquer que des risques dans certains secteurs d'une adoption massive de l'IA de façon vraiment non régulée sont supérieurs à d'autres, en vérité. On sait les estimer, ces risques ? On sait ce que ça donnerait, une adoption massive de l'IA dans la santé, dans les RH. De plus en plus de cabinets de recrutement en fait, se basent sur l'IA pour prendre des décisions éclairées sur le profilage de certains candidats, mais pour uniformiser les forces de travail dans les entreprises et s'assurer qu'elles n'ont plus jamais aucune idée. On ne s'y prendrait pas autrement, en vérité. Donc, non, sincèrement, déjà, l'approche par les risques, on ne sait pas les évaluer parce qu'on est sur... on commence à peine à comprendre en fait, toutes les aspérités de cette technologie. Ensuite, la question du respect du droit. Et là, on touche à la souveraineté. Pour pouvoir être souverain, il faut être capable de pouvoir appliquer le droit et les règles dont on se dote, à plus forte raison, dans le cadre d'un processus démocratique. Il faut être capable de dire à M. Elon Musk, ce que tu fais avec Starlink sur la frontière ukrainienne, c'est super. Tes gigafactories, on en a besoin en Europe, c'est fantastique. Mais tant que tu ne mets pas X en conformité avec le DSA, et il y a des faisceaux d'indices graves et concordants qui laissent à penser que X est tout sauf en conformité avec le Digital Services Act, ben en vérité, le marché européen est fermé. Temporairement ou définitivement. Il faut être capable de le faire. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et troisième chose, il faut être capable aussi de pouvoir, en fait, sur le plan éthique, sur le plan juridique, avoir la capacité de pouvoir, technique, de pouvoir expliquer ce qui se passe. On nous dit il faut qu'on s'assure de la transparence et de la lisibilité des modèles. Oui, super, en théorie, ça marche très bien. Mais en vérité, aujourd'hui, on a des modèles, notamment dans l'intelligence artificielle générative, qui s'auto-entraînent sur des données synthétiques. Plus personne ne sait exactement comment sont créées les données sur lesquelles les modèles s'entraînent. Et un mec comme Sam Altman explique depuis à peu près 2 ans que lui-même ne sait plus du tout expliquer comment ChatGPT parvient à créer les outputs qu'il délivre malgré tout, de façon complètement incontrôlée, quoi. Et donc, on va nous expliquer qu'on va mettre en place des audits pour aller auditer les entreprises d'intelligence artificielle pour savoir comment est-ce qu'elles créent leurs modèles, sur quelle base elles les ont créés, est-ce qu'il n'y a pas des biais by design, et puis est-ce que les outputs sont conformes avec nos règles. Mais bullshit, ça n'arrivera jamais. Jamais. Donc, la seule façon, et j'en reviens à la question de la volonté, j'en finirai là-dessus parce que j'ai conscience d'avoir été long, mais si on avait réellement la volonté à la fois d'être souverain et
peut-être de choisir un peu mieux nos alliés stratégiques sur le plan technologique et économique. De regarder un peu moins, par exemple, du côté des États-Unis et peut-être un peu plus sur ce qui se passe au sud de la Méditerranée, où il y a vraiment des enjeux stratégiques colossaux actuellement. On en parlera cet après-midi. Et avec plaisir. Mais c'est vrai que on se rendrait compte que nos outils de régulation aujourd'hui ne sont pas pensés pour être contraignants pour les acteurs américains. Parce que les acteurs américains, nos questions de RGPD, ils s'en foutent. Ils se torchent les fesses avec, clairement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la capacité de pouvoir contourner les réglementations européennes au titre de l'IA Act, au titre de Patriot Act, au titre du FISA, Foreign Intelligence. Oui, bon, bref, tu me... Merci Ziad. Ils ont la capacité, quand bien même les données sont des données d'Européens, qui ont été captées sur le marché européen, qui sont stockées sur des serveurs européens, ils ont la capacité de pouvoir, et en toute légalité, les exploiter au niveau américain. Donc, en vérité, le RGPD est extrêmement contraignant pour les acteurs locaux et nettement moins pour les acteurs américains. Donc, pour pouvoir être réellement contraignant, il faudrait les taper là où ça fait mal, c'est-à-dire faire du protectionnisme sur certains marchés qu'on considère comme stratégiques, la défense, la santé, arrêter de donner les données, la gestion des données de la maintenance du parc nucléaire français, par exemple, à des acteurs comme Amazon, qui donne quand même un avantage concurrentiel absolument monstrueux parce qu'il a un avantage informationnel de malade, et se réserver certains marchés de façon extrêmement protectionniste. Et deuxièmement, de faire une régulation basée sur l'impact environnemental des solutions technologiques, et notamment d'intelligence artificielle, qui sont proposées. Parce que là, d'un coup, d'un seul, tu obtient 3 avantages stratégiques majeurs. 1, tu sors quasiment du marché ipso facto beaucoup d'acteurs américains qui sont basés sur des modèles, notamment dans l'intelligence artificielle générative, qui sont les modèles Transformers, qui sont extrêmement gourmands en ressources. D'un coup, d'un seul, ils ne sont plus en conformité avec notre législation environnementale. Il vous intéressez notre marché français des données de santé, mais en fait, vous n'êtes pas vertueux sur le plan environnemental. Merci, mais non merci. Ça permet d'être plus vertueux aussi sur le plan de la planète. Et puis, et on en revient au début de la discussion, ça permettrait de flécher enfin les investissements vers des entreprises qui, from scratch, sont capables de construire des solutions d'IA frugales dont on aura besoin demain, en fait. Voilà. Et si on avait vraiment la volonté de le faire, c'est ce qu'on ferait dès à présent. C'est ce qu'on aurait déjà fait depuis quelques années, en fait. Si on ne le fait pas, c'est juste que, pour l'instant, il y a trop de conflits d'intérêts au niveau de nos dirigeants, au niveau des différents États qui composent l'Union européenne, qui empêchent, sur le plan politique, un vrai positionnement stratégique qui construise une souveraineté européenne. J'ai potentiellement une question pour Caroline sur la bulle IA, mais il nous reste très peu de temps, donc je voulais voir avec la salle si vous aviez des questions, parce qu'il y a quand même des choses assez fortes qui ont été dites là pendant les 40 dernières minutes. Donc, soit on prend 5 minutes et on prend ma question, et elle est très bien, je vous la vends, soit on prend les vôtres, mais voilà, sans l'assurance qu'elle soit excellente. Donc, mais je crois qu'on a Ziad déjà qui veut en poser une. Merci. Julien, je suis d'accord avec toi. Je vis ce que tu dis de façon théorique depuis un certain temps. Mais je rajouterai un point. Parce que tu as parlé de la Chine. Protectionnisme, je suis tout à fait d'accord, pour créer des champions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les sociétés qui ont été sélectionnées par le Parti communiste chinois ont bénéficié de fonds mais phénoménaux et de commandes phénoménales. Je réinsiste là-dessus. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis souverain, je suis frugal, je suis intelligible, robuste et tralala, tralala, tralala. Et ce n'est pas génératif. Mais, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de commande publique. Ministère des Armées, qui est intéressé par Extractis, report de charges. Les caisses de l'État sont vides. Et donc, si les caisses de l'État sont vides, comment veux-tu que la technologie reste souveraine? Aujourd'hui, la DARPA est en train de qualifier Extractis pour la racheter. Voilà, c'est ça le problème. Et pourtant, j'ai tout fait pour garder Extractis souveraine. Donc, en fait, il y a non seulement le protectionnisme, non seulement la loi, non seulement la volonté de faire, mais aussi la capacité de faire. Et les sous. Je suis bien d'accord avec ça. In fine, on retourne toujours sur les sous. Voilà. Je suis bien d'accord avec ça, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, des marchés publics quand même d'envergure sont délivrés à des entreprises américaines. J'ai parlé des données de santé, je parlais des données des centrales nucléaires pour Amazon, j'aurais pu parler des données de santé pour Microsoft, et c'est autant d'argent qui pourrait ruisseler dans des entreprises nationales et que aujourd'hui ne le fait pas. Mais aussi et surtout,
fuck à la fin, quoi. Parce que, non, mais vraiment, je veux qu'on comprenne bien. D'ailleurs, c'est la discussion qu'on a eue hier qui t'a un petit peu déprimé. Mais est-ce qu'on comprend bien ce qui s'est passé pendant la pandémie, là? Je veux dire, pour un économiste, c'est évident. Mais est-ce qu'au niveau de la population, on comprend bien qu'en l'espace de quelques mois, sur une décision qui a été prise par un seul homme, qui n'avait d'ailleurs pas mandat pour le faire, hein, dans le palais de l'Élysée, on a aggravé l'endettement de la France à hauteur de un peu moins de 1000 milliards. D'accord ? Dont 750 milliards directement pour gérer la crise Covid. C'était le fameux quoi qu'il en coûte. Donc, ça a coûté extrêmement cher. Où est parti l'argent ? Où est parti l'argent ? À quel moment cet argent, qui était peut-être nécessaire de débloquer, quand bien même ça nous met en difficulté aujourd'hui sur les marchés, à quel moment cet argent a bénéficié à l'économie réelle, qu'elle soit nationale ou européenne? On est en train de vivre une pandémie, tout le monde nous expliquait que l'hôpital public était à l'os et que ça commence à se voir. On a eu beaucoup d'investissements dans les startups françaises du médical, dans les infrastructures médicales, dans la revalorisation de notre personnel médical. Et ça, je peux le faire sur quasiment toutes les industries. À un moment donné, on a débloqué, donc pour donner un ordre de grandeur, hein, on est passé en l'espace de quelques mois de 2500 milliards d'endettement à 3200 milliards, 3300 milliards d'endettement, d'accord ? Donc on a vraiment, en très peu de temps, accéléré de façon massive l'endettement du pays. À quel moment cet endettement s'est transformé en investissement stratégique pour le pays ? Alors il est passé où l'argent ? Rappelez-vous que quelques années plus tôt, le président Sarkozy, qui faisait lui aussi face à une crise majeure sur le plan financier, hein, ce n'était pas une crise médicale, mais une crise majeure, la crise suprême, c'était majeur. Il a eu toutes les difficultés du monde, parce qu'à l'époque, on essaie de respecter ce qui reste du pacte de stabilité et de croissance européen, à faire un investissement, enfin un grand emprunt, il avait fait un grand emprunt à l'époque, de 50 milliards. Là, en l'espace de quelques mois, plus de 700 milliards. Hein. Ça n'a pas posé de problème. On a investi dans la transition environnementale, on a fortement investi dans la souveraineté de nos armées, de nos systèmes d'information. On a revu nos schémas de dépendance technologique. Les hôpitaux. Les hôpitaux. C'est évident pour un économiste de se poser ce genre de questions. Mais quand les citoyens d'un pays dans lequel on investit autant dans l'éducation nationale que la France ne se posent pas ce genre de questions, ça pose un vrai problème. Ce n'est pas qu'un problème de vivre ensemble, c'est clairement un problème de système et peut-être même de démocratie. Vous comprenez mieux pourquoi, tout à l'heure, il a dit que j'avais été déprimé de la conversation. On s'est un peu égaré par rapport au sujet de l'IA, mais je pense qu'effectivement, il y a la même problématique qui est posée, c'est celle de la volonté et de la transparence, mine de rien, politique, dans l'accomplissement de cette volonté. Et c'est assez compliqué de conclure. Après ça, j'aimerais bien... Alors, voilà, pour détendre l'atmosphère, on peut faire une petite dernière question sur une bulle. Voilà. Voilà, Non, la mais bulle de savon de l'intelligence artificielle. Non, mais en fait, vous en avez déjà un petit peu parlé. Et Caroline, c'est vrai que tu disais qu'il y a énormément de startups qui aujourd'hui proposent la même chose et qui finalement, une fois que le géant nommé Gemini ou Copilot ou OpenAI se met à proposer ce service, ferme la porte. Hein. Toutes ces petites entreprises se retrouvent souvent à fermer la porte. Aux États-Unis, j'ai cru voir que chez les VC et les gros investisseurs, les gros fonds vont tous à des projets IA. Et tu le disais, hein, c'est un peu le buzzword du moment. À quel moment, et d'aucuns pensent que cette bulle va éclater, à quel moment il faut peut-être calmer le jeu sur les investissements. Calmer maintenant. Non. Sur les investissements, je sais pas. Non, du coup, je sais pas si c'est vraiment la bonne période pour calmer le jeu. Mais moi, on me pose souvent la question, est-ce que ça va exploser, s'arrêter ? Enfin, franchement, non. Enfin, ça va peut-être se tasser et ça serait déjà pas mal parce que même moi, j'en vomis de l'intelligence artificielle à force. Enfin, de mon LinkedIn, il est rempli d'experts autoproclamés en intelligence artificielle, donc ça part dans tous les sens. Et puis finalement, ça rend service à personne, ce qui est en train de se passer là. Mais
Et donc ça va pas gonfler, exploser. Je pense que c'est juste qu'à un moment, les gens ils vont prendre conscience qu'il faut retomber juste un peu sur des choses plus raisonnables. Et puis l'IA, bon, comme c'est pas nouveau non plus, on va retomber sur quelque chose de plus stable. Mais autour de l'IA générative, il y a beaucoup trop de buzz, beaucoup trop d'émotions. Oui, je pense parce que ça touche soudainement à tout le monde. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, c'était plus la problématique des entreprises. Et pour le tout à chacun, c'était Terminator. Et puis là, soudainement, tout le monde l'utilise, tout le monde voit, tout le monde peut chatter avec ChatGPT, puis c'est rigolo. Et donc, ça part dans tous les sens et on est tous des experts. Et ça, par contre, il faut vraiment que ça se calme. Parce que pour les gens du secteur de l'IA, c'est très, très pénible. C'est pénible. Et puis pour ceux en face qui n'y connaissent rien, c'est très, très compliqué aussi. Et donc, c'est là où, en fait, ça pourrait, du coup, peut-être pas exploser, mais juste imploser, parce que finalement, on fait n'importe quoi avec l'IA et on n'arrive pas à trouver un intérêt à cette technologie-là, alors qu'il existe, qu'il est éprouvé. Mais comme on fait trop joujou avec, eh ben, ça va juste s'auto-détruire et on reviendra sur les choses plus classiques. Donc, si je conclue, on manque d'argent, mais en plus, l'argent qu'on dépense, on le dépense mal. Ouais, c'est pas mal. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.